Edith, bonjour, merci de ton invitation. Merci à toi, merci d'être là dans le cadre de la Journée internationale de la médiation professionnelle, dont la thématique était Parole d'enfant. Plus particulièrement l'après-midi, nous avons évoqué l'enfant dans le domaine de l'instruction et l'éducation. Et à cette occasion, nos amis de Côte d'Ivoire, médiateurs professionnels à Abidjan, nous ont permis de visionner un petit reportage qu'ils ont fait à l'occasion d'une situation préoccupante, mais qui peut interpeller aussi au-delà des frontières africaines. Les images vont être frappantes, pour certains heurtantes, mais qui décrit quand même un malaise et un mal-être de société, je crois, plus général que ces étudiants qui se retrouvent dans des camps de restructuration. Donc, si tu veux, on va bien passer cette vidéo et puis on va la commenter ensemble. Les dernières semaines précédant les congés de Noël, prévus le 17 décembre 2021, ont été émaillées de troubles dans les établissements scolaires de notre pays. Des élèves de nombreux établissements avaient décidé de se mettre en congé dits anticipés. Munis de sifflets, de gourdins et d'armes blanches, ils ont réussi à déloger leurs camarades qui tenaient à faire court. Dans ces moments de perturbation, plusieurs élèves et même des professeurs ont été blessés. Allez-y. C'est un phénomène qui a commencé vers la fin des années 90. Ce phénomène était lié à ce qu'on appelait le boro d'enjaillement, c'est-à-dire les enfants, surtout les vendredis après-midi, qui se mettaient sur les bus et faisaient des figures acrobatiques, tout ça. Ça coïncidait avec, au niveau sociopolitique, la première crise qu'on a eue, le coup d'État de 99. Il y a un établissement à Bobo, ils appelaient ça Opération Ben Laden. C'est-à-dire, ils ont des pétards de plus en plus assourdissants. Et ils commencent à lancer, même sur leur ancien. Donc, pour une question de sécurité, on était obligé d'arrêter les coups et puis demander aux enfants de rentrer à la maison. Alors, déjà, la première des choses qu'on peut dire par rapport à l'intervention de l'enseignant, c'est le fait qu'il a dans la tête que ça a commencé dans les années 1990. Alors, comme s'il y avait une continuité d'action, comme s'il y avait une jeunesse continue, et sans prendre en considération le fait que non, ce n'est pas une jeunesse continue, parce que les jeunes qui étaient dans les années 90, on est quand même en 2020, ça fait 30 ans. Donc en 30 ans, on peut dire que ces jeunes qui devaient avoir 19, etc., ils ont 49 ans, donc ils ont probablement à peu près l'âge de ce monsieur, qui, de toute évidence, ne faisait pas partie des groupes de contestation, parce que sinon, il aurait dit, bah, on était dans une situation, nous étions étudiants, etc. Lui, il ne faisait pas partie, il faisait partie des gens qui ne contestaient pas et qui sont rentrés dans le chemin qu'ils considèrent être le bon chemin par rapport à cette jeunesse qu'ils regardent avec cette hauteur à la fois bienveillante, parce qu'il la critique pas trop, mais cette bienveillance qui est quand même une surveillance, et qui aussi est répressive, parce qu'en fait, au bout du compte, il condamne ces comportements. Il condamne quelque chose que lui-même devait contester certainement à l'époque. Et ça fait quand même un parti pris qui l'empêche de regarder la réalité de cette contestation nouvelle. C'est-à-dire que les tenants de la société, de la gouvernance, n'ont pas pris en compte le fait de ce qu'ils pouvaient reprocher déjà aux générations qui leur imposaient un mode de vie, qui leur imposaient un regard sur l'existence. Ils n'ont pas pris ça en compte. Et ils voient aujourd'hui les conséquences de ce qui était déjà mal fait à l'époque. Et c'est la continuité. Donc maintenant, on va voir le point de vue de l'élève. Ça a été fait pourquoi? Parce que les petits, on n'a pas au fait assez de temps pour mieux s'amuser. C'est pas qu'on n'aime pas l'école, mais le temps était un peu court. Bon, ça c'est la manière de voir des jeunes frères. On n'a pas suffisamment de temps pour s'amuser. Alors ça, c'est quand même pas rien de donner la parole à un élève qui va dire qu'en fait le sens de ce mouvement sociétal, de cette contestation, c'est le fait qu'on n'a pas le temps de s'amuser.
C'est quand même pas rien, parce qu'ils n'ont pas donné la parole à un étudiant qui est complètement fanatisé, absorbé par ses bouquins, un étudiant vraiment studieux, le bon élève qui n'aspire qu'à une chose. Non, on donne la parole à quelqu'un de léger qui va expliquer pourquoi il est violent pour ne pas pouvoir s'amuser. C'est quand même très orienté comme manière de considérer les choses. C'était vraiment un raisonnement qui paraissait un peu simpliste. Autant l'enseignant a sa posture d'enseignant et l'élève, mais il ne peut pas représenter en fait la masse des étudiants. Mais lui, à son niveau, il indique que peut-être il l'explique par le fait qu'il ne peut pas suffisamment avoir de temps libre. Pour mettre fin à cette guérilla juvénile, les autorités ont décidé de frapper dur. Là, moi, j'arrête déjà cette partie-là. C'est pour mettre fin à cette guérilla juvénile. C'est-à-dire qu'il y a dans cette expression une volonté, parce que c'est des mots choisis, une volonté ou une lecture automatique, s'il n'y a pas de volonté, une lecture automatique de quelque chose qui est de dire c'est de l'infantilisation, c'est de la gaminerie. D'ailleurs, ils viennent vous le dire, c'était parce qu'ils ont envie de jouer, ils sont frustrés de ne pas jouer, alors ils font des violences. Donc c'est une guérilla juvénile. Hein, c'est comme si on disait, par exemple, eh bien, tous ces gouvernants séniles. Hein, ça devrait être la réplique de ces jeunes. Donc, puis alors, ils diraient, mais comment ça, on est sénile, etc. Donc, il y a vraiment une prise de parti dans ce reportage qui est très clairement orientée pour casser l'éventuelle crédibilité de revendications. On ne sait pas pour l'instant de quoi il s'agit, mais déjà, on peut considérer qu'il y a des éléments qui vont dans le sens de discréditer le mouvement étudiant, ou le mouvement étudiant, ou même les revendications qui pourraient être légitimes. On ne sait pas. Pour l'instant, la revendication, c'est papa, maman, on voudrait pouvoir aller jouer. Donc, et comme je ne peux pas jouer, eh bien, je casse ce qu'il y a dans ma chambre. Hein, en gros, c'est ce qu'il est en train de dire. Alors, pour mettre fin à cette guérilla juvénile, on va faire appel à qui? On va faire appel à la police, parce que les premières images que l'on voit, c'est quand même une approche policière. Avec des expressions comme « on va taper fort ». Et oui, alors en plus, on va taper fort. Ainsi qu'une dizaine d'élèves ont été arrêtés. Aujourd'hui détenus dans un camp militaire tenu au secret, ces apprenants subissent une formation digne des militaires. Alors, c'est tout de suite, c'est vraiment, on frappe fort, c'est-à-dire qu'on met des enfants au secret. Hein, oui. C'est pas rien quand même. Donc, si ça veut dire au secret, c'est-à-dire qu'on ne sait pas, c'est un camp de prisonniers et de redressement, mais en fait, on ne sait pas ce que c'est. C'est du reconditionnement. Hein, on a vu ça dans beaucoup d'endroits, dans beaucoup de pays dictatoriaux, hein, où en fait les personnes ne veulent pas se soumettre, alors on prend des mesures. Alors bien sûr on vient de dire que ce sont des enfants qui sont d'une manière générale pas bien élevés, hein, et puis surtout capricieux. Donc on va leur apprendre à cesser d'être capricieux, et puis on va leur apprendre aussi ce que c'est que la discipline. Donc qu'est-ce qu'on a trouvé? Un camp militaire où on va leur apprendre à faire des pompes. Hein, pourquoi? Par le sport, au moins les occuper et les faire taire. Hein, et occuper et faire taire, ça consiste pour cette méthodologie, à faire prendre conscience de la nécessité, non pas de réfléchir, mais de se soumettre. Donc, en fait, on ne prépare pas les générations futures à réfléchir, on les prépare à apprendre à se soumettre à un ordre donné qui est considéré comme étant le meilleur, pas pour évoluer, mais pour maintenir les choses en l'état. Alors, on peut continuer, voir ce dont il s'agit comme méthodologie efficace pour fabriquer de la citoyenneté du futur. Réveil matinal fait de jeux d'eau, nettoyage de toilettes, sport, salut aux couleurs et des nuits passées en pleine lune. Pour les autorités compétentes, cette formation leur permettra de se remettre en question. Mais pour certains internautes, cette formation fera de ces jeunes élèves de dangereux individus pour la société. Alors, c'est toujours intéressant de voir qu'en fait, il y a cette envie, cette idée
qu'on va faire une thèse et une antithèse, c'est-à-dire qu'on va obtenir de ces enfants quelque chose qui est de se conformer finalement, d'accepter, de bien se comporter en société. Mais attention, comme on est en train de travailler avec des rebelles, peut-être que ça va les faire encore plus devenir méchants, hein, et donc ce n'est pas une bonne manière de faire. Donc c'est pas la réalité ce qui est en train d'être décrit. Ce qui est en train d'être décrit, c'est tout simplement une habitude de traiter de l'information. On pourrait très bien dire, mais quand même, cette méthodologie pose des questions. Est-ce qu'en fait, pour faire réfléchir, parce que c'est ce qu'il dit dans le reportage, ça va leur permettre de se remettre en question. Mais se remettre en question, dans quel sens? Là, c'est se remettre en question de « tu ne t'es pas conformé », tu ne t'es pas soumis à l'autorité, alors on fait de la surenchère. On rajoute à l'autorité à laquelle les enfants ne se sont pas conformés, on rajoute de la violence, hein, parce qu'on les a vus attachés 2 à 2 sur un piquet, on les a vus menottés. Donc on peut voir que là, il y a une badine. On voit sur le reportage cette badine, ce fouet, qui n'est pas certainement que menaçant, parce qu'il doit être appliqué. Hein. On va voir que c'est un usage qui est fait de cette violence, qui est normalisée, qui est considérée comme étant nécessaire pour remettre de l'ordre dans la tête de ses enfants, ou mettre de l'ordre dans la tête de ses enfants. On peut voir comment ça se passe encore, de ces images un peu terribles en fait, hein, heurtantes sur le plan pédagogique et sur le plan de se dire on est en train de former des élèves qui étaient pas seulement des élèves, des étudiants, c'est-à-dire que de préadultes, voire des adultes, qui étaient déjà en train de réfléchir. Donc ils ont été mis dans des camps de prisonniers au secret, avec la possibilité de filmer quand même, hein, parce qu'on voit qu'il y a quand même un reportage qui est fait dessus, mais sans aucun complexe, on voit celui qui tient la badine. Ainsi ont-ils souhaité leur radiation pure et simple de toutes les écoles ivoiriennes. Pour d'autres, cette formation leur permettra de s'assagir et de réfléchir désormais 2 fois avant d'agir. Ce qui se passe à Brembresso, c'est qu'il y a un nouveau regard. Les gens se sont rendus compte que trop c'est trop. Il faut faire comprendre à l'enfant qu'il n'a pas tous les droits. Et il ne peut pas avoir tous les droits. Déjà c'est fort, c'est trop, c'est trop. De quel côté trop est trop? Je viens de dire un instant que le système qui est mis en place procède par surenchère. C'est-à-dire que très clairement, les enfants, les étudiants, sont confrontés à un système qu'ils dénoncent, ils disent ça ne va pas. Alors, on dit, mais oui, mais ça ne va pas, tu dis que ça ne va pas parce que tu ne peux pas jouer. Mais sans aucun doute que ce n'est pas la raison qui est au cœur de cette problématique. Mais alors, c'est tellement réduit que ça nous enferme dans la discussion. Si on rajoute quelque chose, on risquerait de croire que nous sommes en train de prendre parti pour ces adolescents. Mais on sait bien que quand on conteste quelque chose de cette manière-là, avec autant de contestation de violence, ça veut dire que ce n'est pas le week-end qui manque, ce n'est pas la salle de jeu qui manque, hein, ce n'est pas le baby-foot qui manque. C'est parce qu'il y a d'autres choses qui se passent sur peut-être les méthodes des enseignants, la pratique d'inscription et puis de participation au cours, la manière de diffuser les connaissances, hein, toute cette pratique qui est contestée par les étudiants. Donc, réduire ça aux propos antérieurs, ça permet à l'enseignant qui réintervient de continuer son discours, de dire il faut les faire rentrer dans le droit chemin. Il faut les amener à comprendre qu'ils ont tort de se comporter comme ça et de leur faire entendre raison. C'est vrai, il est considéré comme une personne vulnérable, mais il a aussi des responsabilités, il a aussi des devoirs. Entre droit et devoir et responsabilité. C'est-à-dire qu'on a des enfants qui, de toute évidence, ont reçu un enseignement
qui ne leur a pas permis de discerner, selon ce monsieur lui-même, de discerner ses droits et ses devoirs. Et on dit, il est responsable du fait qu'il ne respecte pas les droits et qu'il ne respecte pas ses devoirs. Mais de toute évidence, comment peut-on être responsable quand on n'a pas bien assimilé les droits et les devoirs? Et est-on responsable du fait de ne pas avoir assimilé? Là, on identifie tout de suite quelque chose dont l'enseignant qui parle n'est pas du tout conscient. Or, il vient de dire en creux toute l'incompétence du système éducatif et d'enseignement relativement au transfert des droits et des devoirs d'un humain lorsqu'il est suffisamment grand et qu'on peut se dire, oui, il devrait savoir. Là, on ne le dit pas, il devrait savoir. Là, on le dit, il doit savoir. Et s'il ne sait pas, c'est qu'il le fait exprès. Il y a quand même là, de toute évidence, la dénonciation de sa propre incompétence. Mais de ça, il ne s'en rend pas compte et il va poursuivre et justifier tout le dispositif qui est lié non pas à réellement former les jeunes, mais plutôt à les conformer en leur faisant accepter comme une fatalité l'incompétence manifeste de tout le système qui est en place. À partir du moment où en amont, il n'y a plus de service corporel sur l'enfant dans les collèges, dans les lycées, dans les établissements, il n'y a plus de service corporel. Là, il y a tout de suite une alerte. Hein. Quand on entend en creux le regret qu'il n'y ait plus de sévices corporels et que ça va être la raison. Là, je découvre la vidéo et je me dis, oh là, est-ce que c'est ce qu'il va dire? Va-t-il dire qu'en fait, s'il y avait des sévices corporels, les enfants ne se comporteraient pas comme ça? Tout irait bien. Tout irait mieux. Hein, c'est vrai, si on peut torturer un peu les enfants, ou montrer à quelques enfants l'exemple d'une torture d'un de leurs congénères, ça serait peut-être pas mal pour l'exemple. Mais en tout cas, on veut faire en sorte que les enfants se remettent en question. Mais là, au niveau de l'enseignement, au niveau du projet pédagogique, il n'y a pas de remise en question. Ah ben non, parce que c'est pas le jeu. Là, le jeu, c'est de justifier des actions qu'eux-mêmes, ils vont trouver heurtantes au demeurant, parce qu'ils les trouvent heurtantes. Mais voilà. Mais ce monsieur, il oublie quelque chose qui est dans l'histoire, que on a beau faire des violences sur les humains, un jour, même si c'est une génération, alors on massacre comme ça des générations, mais une génération, 2 générations, et puis à un moment donné, ça explose. Bah, donc, s'il y a des violences, c'est qu'à un moment donné, ça explose. C'est que le système ne va pas. Et que si les personnes qui ont hérité des rênes de la gouvernance, qui se les ont appropriées ou qui en ont hérité, ne comprennent pas ça, ben, ils ne risquent pas de faire évoluer les relations humaines dans la société. Et en fait, on va transmettre de génération en génération de l'incompétence dans la gouvernance, en la justifiant en disant « c'est pas nous qui sommes à la gouvernance, qui sommes en faute, hein, en erreur, en incompétence, c'est ceux qui arrivent, qui ne voient pas la richesse et tout l'intérêt de ce que nous avons à leur proposer. Hein. Mais il ne faut pas oublier quelque chose. Je l'ai dit, personne de ces enfants n'a demandé à naître et à venir autour de la table de l'existence. C'est bien au monde des adultes de faire en sorte de bien accueillir ces générations et de leur ouvrir la piste et puis de dire vous êtes héritiers, mais c'est le cadeau que nous vous faisons, ou alors c'est l'enfer que nous vous proposons de vivre. Continuez à vivre l'enfer que nous avons vécu. Ah mais mince, on ne peut plus torturer les enfants. Alors, je vais seulement voir si ce qu'il va dire, c'est bien ça. Quand on n'a pas corrigé l'enfant à son bas âge, au premier jour des bancs, ce n'est pas au dernier jour, quand il a un comportement, que tu vas l'amener dans un centre pour le punir.
Mais ça rime à quoi? C'est que toi-même, tu as un problème. Il faut que tu reviennes à toi pour dire que est-ce que moi-même qui veux punir l'enfant, je n'ai pas un problème. Eh bien voilà, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, il est en train de dire, et de rendre un conseil, de donner un conseil, il est en train de dire que finalement, pour bien éduquer un futur adulte, il faut le corriger, le battre, quand il va rentrer à l'école. C'est-à-dire que si tu ne sais pas pourquoi tu bats l'enfant, ben, lui le saura et le prendra comme étant un référentiel d'expérience. Après, l'enfant, il aura dans la tête, c'est ce qu'il suggère, que la menace va être un outil pour calmer. Rappelle-toi, ce que tu as reçu, ben, tu risques de le recevoir encore si tu continues comme ça. Donc, battre l'enfant dans son jeune âge, c'est ce qu'il dit, ça va servir dans le futur. Donc, il n'est pas pour la violence. Il ne s'en rend pas du tout compte. Je pense que, encore une fois, l'intervenant ne se rend pas compte de ce qu'il dit. Mais il le dit avec sincérité, en pensant que c'est une bonne manière de créer l'exemple dans la vie. C'est-à-dire qu'il ne se souvient pas que ça a été une pratique très longue de toute l'histoire de l'humanité, dans toute l'histoire féodale, de tout le temps des esclaves et des serfs, où les seigneurs et les maîtres battaient les esclaves à titre d'exemple. Mais l'esclavage n'a pas perduré, quoi qu'il existe encore sur la planète, mais dans nos pays, en tout cas, ça s'est arrêté. Pas partout, c'est caché parfois. Mais ici, on a quelqu'un qui se dit, finalement, les vieilles méthodes de violence rentrent dans une bonne pratique de l'éducation. Moi, je dis que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal parce que le gouvernement doit tenir compte des parents d'abord. Le gouvernement doit tenir compte des parents et puis dire aux enfants plus jamais que ça ne se répète. Mais les prendre jusqu'à aller où on les a emmenés, ce n'est pas normal. Je ne trouve pas ça normal. C'est aussi intéressant de voir qu'il donne la parole à une maman, parce que là, pour l'instant, on a eu 3 hommes, enfin un étudiant, mais enfin, c'est des hommes. Et puis là, on donne la parole à une maman qui dit c'est pas normal. Alors ça, c'est la contestation officielle. On donne la possibilité à une personne de contester. Mais on remarque bien que dans son intervention de cette dame, il y a le fait qu'elle met en cause la pratique du gouvernement, tout en disant attention, mais ça devrait être retourné sur les parents. Alors, en fait, elle ne dit rien qui va contredire la position, je dirais, officielle du système en place et des personnes qui tiennent ce système. C'est-à-dire qu'en fait, elle dit, elle fait cette confusion qui existe un peu partout dans notre société, dans les discours de contestation. C'est l'instruction à l'État et l'éducation aux parents. Alors, éduquer, c'est par rapport au comportement, et instruire, c'est par rapport aux connaissances. Et donc, l'État ou le gouvernement serait responsable de la mise en place de moyens pour instruire, et l'éducation devrait être envoyée aux parents. Auquel cas, le gouvernement devrait renvoyer, selon cette dame, la responsabilité du comportement des enfants aux parents. Et dire aux parents, allez-y, quand même, c'est vrai que le comportement des enfants, parce qu'elle le dit, le comportement des enfants n'est pas normal. Mais oui, mais elle ne dit pas, mais en fait, la question, pourquoi cette violence, ça mûrit et puis s'est-elle développée comme un abcès, je dirais, sur le corps. À un moment donné, tu te dis, je vais peut-être faire de la prévention, mais c'est comme un abcès. Mais là, c'est pire que ça, parce que sur un abcès, on se dit, peut-être qu'à un moment donné, on n'a pas fait attention, justement, on n'a pas fait attention. Mais là, ce n'est pas un abcès, c'est le développement d'une contestation. Ce n'est pas une maladie,
c'est une contestation sociétale. C'est-à-dire qu'il y a réellement une demande de génération en génération, parce que ce n'est pas une continuité, une jeunesse continue, malheureusement, c'est de génération en génération, on se file un bout de contestation. Pourquoi? Parce que ce n'est pas parce qu'on est en contestation, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne correspond pas à la promotion de l'intelligence, tout simplement. On ne sait pas promouvoir l'intelligence des enfants, au contraire, on est là en train de les brimer. Donc elle dit, s'il y a quelqu'un qui doit brimer l'enfant, c'est les parents. Mais non, c'est une mauvaise réponse que fait la dame. S'il y a quelqu'un qui a la responsabilité de la manière de former les enfants, c'est bien l'État, c'est bien le gouvernement, c'est bien l'infrastructure générale que l'on se donne et que les personnes qui sont à la gouvernance et qui sont chargées de l'éducation doivent être formées à cette malléabilité pour pouvoir communiquer avec cette jeunesse que l'on fabrique nous-mêmes et que l'on transmet, que l'on se passe de génération en génération en quittant la planète et en laissant les vivants après. Donc c'est quel cadeau on leur fait ou quel enfer on leur prépare. Et la dame en question, on voit bien qu'ils ont voulu faire passer un message qui vient un peu contredire l'idée que ce serait le gouvernement, mais en réalité, elle n'a pas dit, mais la responsabilité, elle relève des enseignants et elle relève de l'éducation d'une manière générale et elle relève d'une responsabilité générale de gouvernance. Donc c'est là-dessus qu'il faudra regarder quand on va peut-être terminer notre lecture de cette vidéo. Il ne faut pas vouloir une chose et son contraire. Nous sommes enseignants, on va nous demander, que les gens nous demandent. On va leur faire certaines propositions. Que les gens nous demandent, on va leur faire certaines propositions. Parce que nous, l'État de Côte d'Ivoire nous a déclarés spécialistes pour l'encadrement des enfants. Mais généralement, quand il s'agit de prendre certaines décisions concernant les enfants, on nous consulte rarement. Là, il est clair que l'enseignant qui vient, qui parle, il vient juste après que la dame ait dit le contraire de ce qui était dit avant. Enfin, un contraire que, comme je l'ai dit, ce n'est pas vraiment le contraire. Mais il vient dire, avec regret, qu'il y a une politique qui est conduite et qui est imposée au corps enseignant sans que les enseignants puissent prendre la parole et dire non, on ne veut pas de ça parce que ce n'est pas ce qui correspond à la vie d'enseignant. Mais n'empêche qu'ils ont quand même le pouvoir de faire ou de ne pas faire. Alors, ils ont une co-responsabilité. Là, je dirais qu'il y a de la part de cet enseignant qui est en contestation, il y a un rejet de responsabilité parce qu'il dit mais les enseignants, finalement, se comportent de manière servile. Ils font allégeance. Donc là, il est en train de dire, nous, on n'est pas responsables. Mais si, tu es responsable de ton allégeance. C'est si tu acceptes de faire quelque chose qui est contraire à ce que tu veux faire, ben, tu vas faire autre chose. Ben, tu ne fais pas le contraire de ce que tu as envie de faire. Donc là, c'est intéressant qu'ils disent ça, mais ça vient, encore une fois, il ne se rend pas compte qu'il est en train de parler de son allégeance comme si c'était une obligation. Je pense que c'est surtout à titre d'exemple que ça a été fait et ça a été médiatisé et tout ça. Après, bon, est-ce que c'est la bonne méthode, est-ce que ce n'est pas la bonne méthode? On va dire que c'est expérimental, donc on verra ce que ça va donner. Mais bon, je pense que c'est tout à gagner quand même, on va dire. Ça permettra à tout le monde de pouvoir savoir exactement qu'il y a des choses à faire, des choses à ne pas faire. Et surtout de prendre conscience que derrière chaque acte, il y a des conséquences lourdes ou pas. Mais en tout cas qu'on a assumé. Donc je pense que c'est bon, c'est pas mal comme réaction. Là, on peut se dire qu'on torture à titre expérimental des enfants. c'est quand même, bonjour maman. À titre expérimental, j'ai été torturé à l'école. Mais t'inquiète pas, c'est pas quelque chose qui sera fait à d'autres élèves. Je suis juste un homme de laboratoire, enfin côté victime du laboratoire.
Et donc, cette maman-là, enfin, une personne qui est présentée comme parent d'élève, j'espère qu'elle n'a pas eu des enfants qui étaient dans ces groupes à la badine, mais de toute évidence, elle n'a pas beaucoup de conscience de ce que c'est. Et elle aussi, encore une fois, je ne suis pas sûr qu'elle ait fait partie de mouvements étudiants qui ont, à l'époque de sa jeunesse, qui ont contesté dans les années 90. Je pense qu'elle devait avoir 10 ans à peu près dans les années 90. Donc, elle ne devait pas savoir ce que c'était que les mouvements qui ont éclaté après, dans les années 90, après, puis de génération en génération jusqu'à maintenant. C'est vrai qu'il y a une continuité de la contestation étudiante. C'est ce que j'ai vu quand j'étais en Côte d'Ivoire et c'est ce qui se passe encore. Hein, et donc, c'est des gens qui abandonnent leur statut d'étudiant à un moment donné et qui passent à autre chose. Alors, bien sûr qu'on aspire tous à oublier les douleurs de notre enfance, les douleurs de notre adolescence. C'est vrai que la mémoire humaine va plus vers la recherche des plaisirs et on écarte la souffrance, parce que ça serait insupportable de vivre avec la souffrance. Mais je pense que cette personne n'a pas su, ou en tout cas n'a pas mémorisé correctement les effets de ces frustrations de jeunesse. Et elle considère qu'à titre expérimental, on peut faire des violences aux enfants, c'est pas grave, on essaye. Tout compte fait, la formation que subissent ces élèves divise les Ivoiriens. Alors, avant de passer à mon ami Yannick de Gokwasi, j'aimerais m'arrêter sur l'image qu'on a vue à l'instant, qui est le fait avec une pelle et un seau. Alors, balance de la flotte. Balancer de l'eau. Il faut bien comprendre que c'est un jour de forte chaleur, hein, sans aucun doute, et que les enfants en question, ils ont fait des pompes, ils ont fait de l'exercice et ils ont très chaud. Donc, on leur jette de l'eau. Hein. C'est pas méchant, c'est vrai. Il n'y a pas de méchanceté. Il y a juste une violente incompétence dans la manière d'être en relation avec des enfants. Ça me rappelle les moments où, dans une certaine mythologie, on imbibe une éponge de vinaigre et on la passe sur la bouche de celui qui a soif. Hein, c'est pour ceux qui ont le référentiel en question, vous savez bien de quoi je parle. Et c'est quand même très problématique que là, pour des enfants qui ont soif, on leur jette de l'eau qu'ils ne peuvent pas boire, parce que ça doit être de l'eau en fait aussi sale, hein, pas potable. Mais voilà comment on pense qu'on va permettre à des enfants de devenir des adultes de demain, enfin des citoyens à part entière, qui vont être motivés et qui vont avoir l'exemple d'une bonne pédagogie, hein, parce que ça se passe quand même dans l'environnement étudiant. Donc, on va voir maintenant ce que peut dire un médiateur. Mais ce qu'on peut dire déjà, Jean-Louis, c'est que par rapport à tout ce que l'on a vu, en fait, c'est un constat d'impuissance. Un constat d'impuissance des pouvoirs publics, des enseignants, qui ont trouvé la seule solution, qui était celle de corriger les élèves. Mais en fait, ils s'interrogent quand même sur le bien fondé de cette manière de faire, mais ils ne savent pas faire autrement. Oui, ce qui est bien que c'est à titre expérimental, on fait la même chose que ce qu'on faisait avant. Hein? Donc, nos médiateurs professionnels ont peut-être tout intérêt à intervenir. Alors, à savoir que quand même, quand on est dans une situation particulière, c'est difficile de forcément avoir un regard détaché. Alors peut-être que nous n'aurons pas tout à fait le même regard que les médiateurs locaux. Donc je donne la parole là, maintenant, puisque dans l'émission, je vois apparaître Yannick. Donc on va discuter avec Yannick. Alors, comme vous avez vu tout à l'heure, ce film qui vient de passer, qui est très très intéressant, qui met en jeu les différents acteurs, parents d'élèves, éducateurs, les élèves eux-mêmes, etc.
aujourd'hui, bon, on se pose la question pour comment est-ce qu'on en est arrivé là. L'une des causes, par exemple, on en a cité plein dans ce qui a été dit, mais l'une des causes pourrait être, par exemple, le désintérêt de ces enfants-là de l'école. Donc le premier niveau de désintéressement, c'est le fait, par exemple, que ces enfants n'ont rien qui les retienne, voilà, en fin d'année. Je veux dire, quand nous, en notre temps, il y avait des balles de fin d'année, il y avait des kermesses, etc., qui font que nous, on avait cette envie de rester jusqu'au dernier jour avant d'aller en vacances. Ce que ces enfants n'ont plus dans ces écoles-là. Alors déjà, comme Yannick, il est en train de répondre par rapport à ce qui a été dit au début du reportage. C'est-à-dire que, regardez, l'enfant qui est intervenu, l'étudiant qui est intervenu, il a dit bah oui, bah, on ne peut plus s'amuser, on peut pas, donc c'est la raison pour laquelle principalement on a tout cassé, quoi. Alors Yannick il dit bah non, en fait ne pensez pas ça, il y a d'autres choses qui sont dans les causes, hein. C'est le fait qu'il y a un problème de transmission de la sociabilité. Alors, il ne le dit pas comme ça, mais il va le dire en termes d'organisation, de tout ce qui va pouvoir être fait pour que les enfants puissent être motivés à continuer à être là. Il manque un élément fort, et qu'il dit, moi, quand j'étais plus jeune, ben, il y avait des éléments de sociabilité, il y avait une manière de participer à la vie ensemble qu'il n'y a plus maintenant. Donc, il y a des ruptures. Alors, on peut les analyser, on peut se dire, tiens, tu vois, avec tous les supports Internet, etc., c'est vrai que ça renferme les enfants sur eux, ça déjà, mais il n'y a pas que ça. Il y a d'autres phénomènes de transmission dans la communication qui fait que il n'y a plus ces temps de sociabilité. Mais ce n'est pas évidemment que ça ne peut pas être que cela. Parce que même à l'époque de la jeunesse de Yannick, eh bien, il y a eu, lui, il faisait partie des jeunes des années 90, donc il y a quand même un élément qui vient en dissonance par rapport à il y a 30 ans, hein, Yannick, il avait 20 et quelques années, donc, enfin, à ma connaissance. Mais donc, c'était un jeune, il n'a peut-être pas fait partie des mouvements contestataires, mais il y a quand même eu, à son époque de jeunesse, il y a quand même eu des moments de contestation, et certainement que la sociabilité dont il parle existait dans certains environnements, mais pas partout. Et dans ce pas partout, dans cet espace pas partout, eh bien, la contestation devait exister, et c'est celle-là qui a été réprimée, et c'est celle-là qui continue d'être réprimée, mais ce n'est pas la même jeunesse pourtant. Donc il y a bien un problème systémique. Alors, je vais continuer, on va continuer à écouter Yannick, parce qu'il ne fait pas que dire cela, il en rajoute. Le deuxième élément de désintérêt, c'est ce dont le jeune a parlé tout à l'heure. L'école produit quoi en fait? Quand il voit autour de lui ses frères et sœurs, après avoir fini leurs études, ne travaillent pas. Voilà, ils sont au chômage. Bon, alors lui, il se dit, mais voilà, il n'y a pas de motivation, je vais à l'école, pourquoi, etc. Donc du coup, c'est des choses qui démotivent. L'argument est fort de savoir que ce n'est pas seulement de la sociabilité, c'est aussi savoir pourquoi est-ce qu'on apprend, pourquoi est-ce qu'on étudie, pour quelles raisons et vers quoi on s'oriente. Donc là, il y a de toute évidence plus le cœur. Yannick a la délicatesse de dire que le jeune l'a dit tout à l'heure, moi je ne l'ai pas entendu. J'ai entendu surtout la sortie, etc. Mais le fait d'avoir les grands frères au chômage, la difficulté de trouver du travail, malgré le temps d'études important, c'est de dire, mais pourquoi est-ce que je vais étudier autant alors que les débouchés ne sont pas évidents? Parce qu'il y a ce discours dans la société occidentalisé, enfin avec tout le système, quand on dit occidentalisé, je dirais, ce n'est pas tellement occidentalisé. C'est la société du système gestionnaire, économique et financier, qui donne la priorité à ce qui est le bien matériel et à ce qui est la productivité. C'est-à-dire, on fait de la gestion de la productivité et de la rentabilité. Là, se pose un gros problème, c'est que est-ce que je vais avoir les moyens, quand je suis jeune et plus ou moins conscient de mon existence et de mon futur,
est-ce que je vais avoir les moyens de bien vivre comme je l'aimerais dans ce miroir qu'il y a où les ors de la République et des nations sont très dorés, mais inaccessibles à la plus grande partie de la population. Est-ce que je vais avoir les moyens de vivre là-dedans, de faire une famille, etc. De voir que, en fait, il y a des choses qui me semblent assez peu accessibles. Donc, serais-je productif? Serais-je rentable? Et pour moi, et pour le système? Eh bien, là, il y a une contestation parce que les jeunes ne voient pas quels sont les débouchés qui leur sont ouverts. Parce que l'éducation et l'enseignement n'est pas centré sur l'épanouissement, n'est pas centré sur le fait de s'enrichir de connaissances, mais il est centré sur le fait de faire des enfants qui seront productifs et rentables quand ils seront adultes. Donc, quand ils réfléchissent un petit peu, ils voient bien qu'il y a là une saturation. Donc, comment imaginer qu'on va être satisfait de participer à quelque chose dont on voit les saturations, parce que ces saturations sont même dénoncées par les enseignants eux-mêmes, en disant, oui, vous savez, vous allez faire, par exemple, médecine, et vous avez vu le nombre de médecins, donc là, il y a un numerus clausus, et là, vous ne pourrez plus faire médecin. Alors maintenant, vous voulez faire avocat. Avocat, ça va être problématique, parce qu'en fait, il va falloir faire un autre métier, parce qu'on déjudiciarise beaucoup. On arrive à trouver des méthodes, donc laissez tomber. La médiation, par exemple, parce qu'on parle de médiation, mais c'est quand même, pour l'instant, c'est saturé. Donc, les choses ne sont pas encore mises en place. Donc, si vous venez là-dessus, jeunesse, bien non, parce que ce n'est pas tout à fait pour vous, parce qu'il faut avoir du crin blanc ou au moins gris pour pouvoir remplir ces missions de médiation. Donc, maintenant, vous voulez faire biologiste, c'est mieux de faire du caoutchouc, parce que pour l'instant, c'est ce qui est plus rentable. Donc, tout est mis en cause. Et tout est mis en cause. Il n'y a pas de dire, non, ce n'est pas important que vous soyez, ne pensez pas rentabilité tout de suite. Ce qui est important, c'est que vous allez acquérir des connaissances et que vous saurez, avec ces connaissances, vous adapter dans la vie en société. Vous aurez une transversalité de qualité, de connaissances et de compétences pour pouvoir faire des choses et d'autres choses, parce que faire un métier, c'est plus pareil. Nos arrière-grands-parents ou nos grands-parents faisaient un métier toute la vie, c'était des fonctionnaires. Où là, il y avait le sabotier qui faisait toute sa vie des sabots. Maintenant, ce n'est plus le cas. Maintenant, c'est possible de faire plein de choses différentes. Et c'est à ça que vous êtes invités. Apprenez des connaissances transversales et vous allez voir, ça sera un premier conseil. Mais c'est l'un des cœurs du problème. Mais après avoir dit tout ça, il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin parce que nous sommes devant un système, on ne va pas laisser continuer. Aujourd'hui, ces enfants ont péché, ils ont fait quelque chose qui n'est pas bon, ils ont été corrigés par les autorités, on les a menés dans un camp militaire pour les sanctionner. C'est bon, en pédagogie, par moment, il faut lever la main, il faut brandir la chicotte, etc. Alors, évidemment que il y a ici un propos complaisant de la part de Yannick, qui consiste à dire, quoi qu'il en soit, si j'invalide ce qui a été fait, ça ne servira à rien, parce que ça a été fait. Oui. Donc, et c'est ce que je pensais au début, c'est quand on est dans un environnement, c'est difficile de s'en détacher, et puis surtout de pouvoir avoir un point de vue critique sur cet environnement et sur les méthodes qui sont adoptées. Donc là, sur le coup, je me suis rappelé de ce que c'était que la chicotte. Chicoter quelqu'un, c'est lui donner un coup de badine. C'est cette fameuse badine qu'il a bien vue aussi, comme moi, sur le reportage. Mais bon, ça s'appelle une chicotte. Mais ce n'est pas plus agréable parce qu'en fait, c'est la violence qui est faite. Mais il dit bien, une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a appliqué cette violence, parce qu'en fait, on a réagi, mais c'est complètement, il ne le dit pas, mais c'est complètement inadapté, il en est bien conscient. Mais il dit, ça y est, ça c'est fait. Donc ça, c'est du fatalisme, c'est vrai, qu'on ne peut pas changer le passé. Donc on ne va pas changer le passé, c'est fait.
Donc, je vais aller dans les pas d'Yannick et le suivre sur qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça ne se reproduise pas. Mais pour que ça ne se reproduise pas, quoi? Alors, c'est ça, là où on va, c'est qu'est-ce qu'il ne faut pas qu'il se reproduise en premier lieu? Quel est le rapport cause-conséquence? Mais après, on fait quoi? C'est là le véritable problème se pose. Une fois qu'on a sanctionné, il faut maintenant discuter. Il faut discuter avec ces enfants. Il faut les amener à la réflexion, les amener à réfléchir. Et c'est là qu'intervient, nous, notre rôle de médiateur professionnel. Yannick reste sur ce qui est mis en cause. C'est-à-dire qu'il dit il faut amener les enfants à réfléchir. Il faut les amener à prendre conscience. Donc, il reste centré sur les enfants. Et il va dire, ce qu'il a commencé à dire, les médiateurs vont pouvoir intervenir auprès des enfants pour les amener à comprendre, pour les amener à réfléchir sur le sens de la vie, sur peut-être la qualité des relations qu'il faut avoir avec les uns avec les autres. Mais là, il est en train de dire qu'effectivement, il y a des lacunes, des carences dans le système éducatif et le système d'enseignement. C'est-à-dire qu'il y a une incompétence dans le champ de l'enseignement et de l'éducation. Il y a une incompétence plus globale. Alors, quand je dis incompétence, c'est pas critique. C'est plutôt de l'ordre du constat, de dire bon, une incompétence, ça se change en devenant compétent, en apprenant. Donc, quand j'identifie l'incompétence, je veux dire devenez plus compétent, apprenez là où il y a un manque. Mais donc, est-ce que c'est les enfants qui doivent apprendre ou est-ce que ce sont ceux qui accueillent les enfants sur la planète, dans le monde de l'humanité? Est-ce que c'est des enfants qui doivent apprendre ou est-ce que c'est plutôt ces personnes-là? Est-ce que c'est l'enseignant et puis l'ensemble du corps sociétal qui fabrique l'enseignant qui doivent plutôt évoluer, eux, vers une autre pratique? Et là, peut-être qu'en réalité, les médiateurs professionnels vont avoir la mission que Yannick suggère pour les enfants. Alors, c'est une suggestion, sa proposition. En travaillant avec les enfants, avec ceux qui subissent, il serait peut-être possible d'intervenir auprès des adultes, de ceux qui fabriquent le subir. Alors, pour terminer sur ce point, c'est là qu'on intervient. Il faut maintenant accompagner ces enfants dans ces moments difficiles. Donc, après les avoir corrigés, il faut maintenant que les médiateurs professionnels les rencontrent, discutent avec eux, pour chercher à savoir qu'est-ce qui ne va pas véritablement, et puis les laisser parler, et puis les amener eux-mêmes petit à petit à se rendre compte que la voie qu'ils sont en train de suivre n'est pas la bonne voie, et arrêter de continuer de cette façon, et puis communiquer autour d'eux pour ne pas que ces choses se reproduisent encore une fois. Donc, nous, c'est ça, sanction d'accord, mais après la sanction, il faut la discussion. Quand il dit il faut la sanction, c'est bien le problème, parce que la sanction, c'est pas au médiateur de dire s'il faut ou s'il ne faut pas une sanction. Je dirais que ça, il y a une erreur de rôle. Il y a le fait que là, c'est le citoyen qui a envie de parler comme les autres dans la suite de ce qui a été dit. Mais ce n'est pas la posture des médiateurs. La posture des médiateurs, c'est d'abord de ne pas, jamais, en aucune manière, jamais de ne condamner. Dans la vie en société, on ne condamne pas le citoyen qui n'a pas su faire autrement, qui n'a pas su se comporter. Et en l'occurrence, surtout là, par rapport aux étudiants, je pourrais développer par rapport à même la criminalité, etc., mais il ne s'agit pas de ça. Mais si c'était tenté par des gens qui voudraient me contredire là-dessus, oui, j'ai des arguments par rapport à ça, mais ce n'est pas le sujet. Mon sujet, il est tout simplement par rapport à des comportements
qui sont considérés comme étant inacceptables dans la vie en société par rapport à des étudiants, des comportements de contestation. Et vous vous rendez compte, ils ont utilisé le nom de Ben Laden au début pour dire, voilà, on est vraiment des contestataires. Donc, ils ont vraiment été provocateurs, en fait. Et ils ont réussi leur provocation parce que ça a inquiété les autorités, mais qui n'ont pas su, en fait, se comporter et qui ont pris des comportements de violence pour répondre à la violence. Donc, oui, peut-être que ça a réprimé, mais ça n'a pas résolu le problème, puisque de 10 ans en 10 ans, ça continue. Ça continue en plus 10 ans. Ce n'est pas en moins 10 ans, hein, de 10 ans en 10 ans, ça fait toujours plus 10 ans. Et c'est vraiment la catastrophe avec cette situation où, en fait, Yannick fait un constat moralisateur et les approches des interventions du médiateur, pour lui, là, compte tenu de la situation et de la violence autorisée par les autorités, dont les autorités se sont autorisées, hein, ce que je veux dire, cette violence dont les autorités se sont autorisées, lui, il répond en termes adoucis, faisons de la morale aux enfants. Mais c'est pour qu'ils prennent conscience que c'est bien ou que c'est pas bien. Mais c'est peut-être aussi, là, l'oubli de ce que je disais. Il s'est trompé d'interlocuteur. À ma qualité de président de la Chambre professionnelle de la médiation et de la négociation, je lance le débat. Je me dis, par exemple, que nous sommes prêts. La Chambre professionnelle de la médiation et de la négociation, nous sommes là. Il suffit seulement de nous adresser, de nous contacter. On pourra faire ce qu'il y a à faire, c'est-à-dire amener ces enfants à avoir le bon comportement, avoir une qualité relationnelle, hein, entre eux-mêmes, entre eux et les enseignants, et entre eux et les parents. Là, ce que dit Yannick, en fait, je dirais que c'est une belle figure de style qui consiste à dire, bah oui, il faut avoir une approche des étudiants, mais il ne faut pas oublier quand même la relation avec les enseignants. Et de toute évidence, pour pouvoir travailler dans la qualité relationnelle entre les étudiants et les enseignants, il va bien falloir impliquer les enseignants. Donc, l'une des premières choses qui apparaît, c'est la formation des enseignants. Mais il y a eu, dans cette succession, dans ce reportage, il y a quand même eu une succession de premières choses sur lesquelles on va revenir. Donc, le débat, il est lancé. En tout cas, nous, on est prêts. Voilà, la Chambre professionnelle de la médiation et de la négociation de Côte d'Ivoire, nous sommes prêts, justement, à relever ce défi-là. Voilà, alors, voilà le reportage terminé. Yannick a bien terminé, très clairement, en disant il y a un vrai débat auquel la profession de médiateur souhaite participer, et en tout cas, elle invite à un débat plus large que celui d'arrêter un comportement sur lequel on ne peut pas revenir, puisqu'il a eu lieu, tant celui des enfants que celui des autorités qui ont répondu à ça, que celui des personnes qui pourraient souscrire à ce dispositif. Il y a un débat qu'il faudrait initier sur c'est quoi ce qu'on transmet aux enfants. Donc, certes, on peut discuter avec les enfants, mais ça sera pas suffisant, ce n'est pas avec eux que le débat aura lieu. En réalité, on sait tous que nous avons été des enfants, on sait tous que nous avons été peut-être dans une situation de mécontentement. Alors après, ça a été plus ou moins exprimé avec force, avec vigueur et avec violence, mais on a beaucoup d'expérience de la contestation. Ça veut dire que quand il y a contestation, ça veut dire qu'il y a matière à contester. Ce n'est pas un caprice de « je ne sors pas, je suis frustré ». C'est bien plus large que ça. Quand des humains exposent leur vie comme ils le font, c'est bien qu'il y a des soucis. Alors moi, je vais retenir un certain nombre d'idées pour parler de l'intervention des médiateurs et inviter les autorités ivoiriennes, mais pas seulement,
hein, parce qu'on voit bien en France qu'il y a des contestations, et quand il y a une contestation, on voit bien quel est le système qui est mis en place. C'est-à-dire, c'est à peine maintenant, il y a-t-il un petit peu de manifestations dans les rues, ouais, c'est des actions violentes qui sont mises en place et qui sont justifiées et même encouragées parfois par les autorités politiques. Donc, la première chose, c'est vrai, je conviens parfaitement avec Yannick qu'il y a la possibilité de former les jeunes à la qualité relationnelle, à des outils qui dépasseront, quoi qu'il en soit, les générations que nous connaissons aujourd'hui et qui n'ont de référentiel que celui de la servitude, que celui de l'obéissance et de la peur de l'autorité, hein, la peur du gendarme, hein, pour dire, ce serait pour ça que je ferais ça. Moi, je ne m'arrête pas au stop de la route parce que j'aurais peur du gendarme. J'ai bien conscience que c'est un bon outil. Et par contre, je trouve abusif tous ces moyens de contrôler ma vitesse sur l'autoroute, hein, surtout quand c'est entre 90 et 110 km/h. Et là, je trouve que c'est abusif. Donc, il y a une contestation légitime de cette arbitraire, de ce racket, en fait. Hein. Bon. Donc, il y a dans cette manière de voir les choses une participation évidente et nécessaire des enfants lorsqu'il s'agit de leur éducation. Oui, ils ont leur mot à dire et il faut les écouter. Il faut écouter pourquoi, en amont de toute mesure, pourquoi ils organisent des contestations. C'est essentiel parce que la conséquence de cette absence d'écoute, c'est la violence qui s'est mise en place. La violence n'est qu'une conséquence. Quand je me mets en colère, j'en ai l'expérience, mais quand je me mets en colère, c'est parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Et je ne me mets pas en colère par caprice. C'est de vraiment avoir de la vie une manière de regarder un bébé. Et encore, quand je vois parfois des enfants, des bébés qui pleurent et des parents qui disent « Oui, il le fait exprès parce qu'il sait qu'il m'embête et qu'il me perturbe, tandis que là, maintenant, je reçois des amis. Il est jaloux, il fait une crise de jalousie. » Et tu as des psychos qui vont dire ça, oui, c'est vrai, votre bébé, effectivement, fait des crises de jalousie, vous avez qu'à le laisser pleurer. Mais non, si tu vas aller voir, c'est pas parce qu'il a la couche culotte qui est pleine ou qu'il a un inconfort, peut-être dans cette manière d'être dans le lit, ou alors qu'il a une peur, voilà, et que ses sens s'éveillent. Et voilà, donc il n'est pas là en train d'avoir une volonté déterminée pour pouvoir embêter le monde adulte. Eh bien, c'est exactement la même chose pour ces jeunes et pour la contestation. Ce n'est pas une volonté, c'est une réaction. Et une réaction qui ne sait pas se contrôler et qui devrait être une information d'intelligence pour ceux qui ont déjà l'expérience de la vie et qui se sont donné le droit de gouverner et d'accompagner d'autres vies. Hein, c'est dans ce sens-là que je le dis. Ça, c'est la première chose. Donc, d'accord pour intervenir auprès des étudiants, d'accord aussi pour former les enseignants à la qualité relationnelle, à la pédagogie et à savoir comment être un médiateur entre l'élève et ce qu'il va apprendre et son projet de vie. Souvent qu'il n'a pas, mais que nous savons, avec l'expérience de l'existence, qu'il va y avoir une vie qui va s'inscrire et écrire, en fait peut-être rétroactivement, mais écrire un projet. Et qui, à un moment donné, va se profiler. Donc, il y a quelque chose qui va se passer. Comment tu peux, au mieux, vivre ton existence? En fait, c'est de l'accompagnement. Ce que tu dis, c'est de l'accompagnement de projet, une fois de plus. Oui, l'accompagnement de projet. Et pas. Alors, ça, j'ai parlé de deux interlocuteurs, l'élève et l'enseignant. Maintenant, il y a dans l'ensemble de l'organisation une responsabilité dont parlait l'un des enseignants,
la responsabilité des gouvernants, de ceux qui décident du projet éducatif et du projet d'instruction d'une manière générale. C'est comment on bâtit un projet pour dire aux enfants et aux étudiants, pour leur dire, voilà, quel est le sens de l'existence. J'en parlais tout à l'heure, en disant, oui, ce qui va être vraiment important, c'est de savoir pourquoi on vous forme, pourquoi on vous éduque, pourquoi on vous enseigne, quel est le sens de ça? Alors, il y a des enfants qui ne se posent pas la question. Moi, j'en connais, des enfants qui sont excellents à l'école, et puis d'autres qui ne sont pas du tout excellents, mais qui ne se posent pas la question. Et puis, tu en as d'autres qui se posent la question. Alors, ça devient une faute de se poser une question et d'attendre une réponse. Celui qui ne se pose pas la question et qui apprend ou qui se soumet, celui-là, il est bien. Et celui qui n'est pas bien, c'est celui qui s'interroge. Alors, le problème, c'est que notre humanité progresse en questionnement. Pendant un temps, c'est vrai que, sans aucun doute, il y avait une majorité de personnes qui acceptaient et qui se soumettaient à l'autorité du seigneur, du roi, du chef de bande, etc. Et puis, petit à petit, voilà, il y a eu de l'enseignement, il y a eu de l'éducation, il y a eu de l'instruction. Et plus il y a eu d'instruction, plus il y a eu de questionnements. Et les questionnements, ils viennent par rapport au sens de l'existence, par rapport à la raison pour laquelle, à un moment donné, on se dit « mais pourquoi je suis là ?» Alors, il se trouve que là, il n'y a pas de réponse. Mais on peut se donner des réponses dans le sens de la manière du plaisir de l'existence. Alors, quand le plaisir de l'existence est centré sur de la productivité au service seulement de certaines personnes ou de certains profits, là, ça crée de la frustration pour ceux qui se questionnent. Donc, on voit bien qu'il y a là, dans la politique, dans la vie politique, une responsabilité sur le projet de la vie en société. Parce que instruire, éduquer, c'est contribuer en premier lieu à la vie en société. Ceux qui sont responsables de la manière dont n'importe quel citoyen se comporte dans la vie en société sont les politiques. Ce n'est pas le citoyen. En premier lieu, il ne faut pas inverser la charge de la responsabilité. Les droits et les obligations incombent en premier lieu à ceux qui veulent gouverner et ceux qui s'installent en situation de gouvernance. Donc c'est à eux, oui, c'est à eux de travailler le projet de société qui soit inclusif, qui soit participatif, qui soit motivant. Et quand ce n'est pas fait, eh bien, c'est de la discrimination, c'est de l'adversité, c'est de la démotivation. Et ces éléments-là, réunis ensemble, font le lit de la contestation. Donc, ils sont en responsabilité parce que c'est eux, dans les assemblées, dans les réunions de gouvernance, qui définissent cette politique et qui est soit accueillante, soit qui est discriminatoire et qui fait de l'exclusion. Donc, il faut bien voir que cette responsabilité, elle peut être transmise à partir du moment où elle est portée de manière qualitative. Là, l'exemple qui a été montré, c'est un exemple de discrimination au sens sociétal, parce que ce n'est pas tous les enfants qui se sont retrouvés dans les camps en question. Il faut bien comprendre que certains enfants ont été mis là. On pourrait voir l'identité de ces enfants, on ne serait pas surpris de voir que, eh bien, ils ne viennent pas de n'importe où. Donc, de fait, il y a la nécessité de travailler le projet de gouvernance, le projet de société, non pas au regard limité de celui qui est en train de gouverner en se disant « oui, je reste là et puis je me comporte comme un éternel du gouvernement ». Non, c'est quelle est la société que je suis en train de travailler
pour la transmettre également aux générations futures. Et la meilleure des garanties qu'on peut avoir pour se dire on va transmettre une société, une jolie société aux générations futures, c'est le fait qu'elle est créatrice de bonheur, là, dans l'immédiateté du présent. Donc, elle est créatrice de bonheur, créatrice de dialogue, créatrice de qualité de vie, d'intérêt, de motivation, d'envie d'en savoir plus. C'est ça qui est important. Et puis, ou alors, même simplement, d'envie de vivre tranquillement. On n'est pas tous obligés d'avoir envie d'apprendre et d'avoir envie de se perfectionner. On peut très bien vouloir vivre tout simplement. Et ça, c'est la responsabilité de ceux qui s'installent à la gouvernance. Et ensuite, elle est transmise, cette responsabilité, à ceux qui sont en charge de l'enseignement. Sont-ils bien formés? Donc, on a un deuxième projet qui est celui de l'enseignement à proprement parler et le projet de l'enseignant. Et ensuite, évidemment, on peut se tourner vers l'élève, vers l'étudiant et l'aider à travailler son projet. Voilà, moi, c'est cet enchaînement des relations. Je dirais la qualité relationnelle, elle doit être l'exemplarité des enseignants, l'exemplarité des politiques et l'exemplarité des administrations, et elle deviendra, à ce moment-là, l'exemplarité des enfants et des étudiants. Et c'est ce qu'on peut dire qu'en définitive, on résout un conflit et on ne fait pas de la gestion de crise. Et oui, et la gestion, c'est pour l'instant le mot dominant un peu partout, alors que nous sommes pour la promotion de la qualité relationnelle et de l'entente sociale. Là, ça sera mon dernier mot pour dire qu'on n'est pas là pour infliger un contrat social, on est là pour promouvoir une entente sociale. Bon, mais merci Jean-Louis. Merci beaucoup. Un plaisir.